François Rieusec, je vous vois et vous êtes devant, donc je vous invite à venir à côté de nous. Donc François Rieusec, vous êtes le président de l'Union nationale des aménageurs, l'adjoint donc de François Garet à l'environnement, je suppose. Vous allez nous le dire. Est-ce que Annabelle Ferry est parmi nous? Annabelle Ferry du CEREMA, donc Centre d'études et d'expertise sur l'environnement, les risques, la mobilité, l'aménagement. Bras qui nous voilà. Est-ce que pardon, c'est Antoine Tobia, directeur territorial Est, Île-de-France, d'Électricité de France. Je n'ai pas vu Jean-Marc Bouillon, président d'honneur de la Fédération française du paysage. OK. Et l'ordre des architectes est représenté donc par Katia Mayboroda. C'est bien ça? Eh bien, j'avais prévu de commencer par M. Bessis, qui n'est pas encore là, mais qui viendra en fin de table ronde. Je propose que pour rentrer directement dans le vif du sujet, on commence par un pionnier des écoquartiers de notre pays. Au Mureaux, monsieur le maire, vous n'avez pas choisi la facilité, puisque s'agissait de transformer une ville dans un quartier populaire de la deuxième couronne d'Île-de-France. Quel retour d'expérience, maintenant que je pense que ça fait, vous allez nous le dire, mais ça fait nettement plus d'une décennie que les choses sont engagées. Quel retour d'expérience sur ce écoquartier pionnier des Mureaux? Parce que je vous propose, bonjour à tous et à toutes, nous allons le faire à deux voix, c'est important, parce que Michel Carrière a été un peu l'instigateur, je dirais l'évangélisateur, alors, je ne sais pas si le terme est beau, justement par rapport à la notion d'écoquartier et les notions environnementales. Donc je vais peut-être lui céder la parole. Après, je vous dirai, je contredirai peut-être certaines choses qu'il dit, mais je préfère qu'il vous dise ce qu'il en pense. Je rappelle qu'on essaye d'avoir 5 minutes par an. Bonjour. Quand François m'a choisi à l'urbanisme, j'avais la chance d'être déjà apiculteur, anodin. Sauf qu'il est inconcevable de modifier la ville sans la question de l'eau et du végétal et donc la question du sol. En 20 ans, on a planté presque 3000 arbres, plus de 100 000 arbustes et supprimé 11 km de réseau d'eau pluviale en infiltrant l'eau là où on pouvait immédiatement, là où elle tombait si on pouvait. Donc la question du PLU, quand on l'a révisé, consistait à travailler cette question de l'eau. Donc le paysage a été modifié par le fait que nous estimions qu'il devait obligatoirement incorporer quelque chose qui n'était pas toujours présent, c'était cette question du végétal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille sur le projet artisan. LIFE, c'est la question du triptyque eau, végétal et terre égale biodiversité. Ça nous est apparu important. On n'a pas attendu la loi Labbé qui est arrivée, je ne sais même plus en quelle année, parce qu'on n'était plus concernés déjà, puisqu'en 2008, dès 2001, on a commencé à dire on veut supprimer les produits phyto, et donc on les a supprimés en escalier en 2008. 2008, suppression des phytosanitaires sur l'espace public. C'est un peu plus difficile pour le stade, enfin les terrains de sport et le cimetière, où on les a supprimés en 2014 et en 2015.
Mais bon, donc pour nous, c'est de l'histoire ancienne. Et cette question, évidemment, des produits phyto allait dans ce triptyque que j'ai énoncé. Voilà, c'est la seule. Et d'ailleurs, on continue, puisqu'on doit faire ressurgir un rhu. On en a fait une partie, on va continuer par l'autre partie. J'espère avant 2026, ça me paraît le point le plus important, puisque pour moi, même si vous avez cité Meadows, la chose, je crois qu'on a dépassé la notion de développement durable. Ça date de 1992, et conçu en 87, a priori par Brundtland, mais on est maintenant dans l'adaptation au changement. Donc cette question d'évapotranspiration et de la qualité du sol est majeure, et donc désimperméabiliser. Moi, je suis très content que le ZAN arrive. Je m'aperçois que finalement, tout le monde va faire ce qu'il faut pour le repousser, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gros problèmes, notamment avec les constructeurs, quels qu'ils soient. Hein. Zéro artificialisation nette, eh bien, il y en a qui pensent qu'on peut aller plus loin, mais ce serait déjà pas mal d'appliquer de suite et assez vite. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous auriez des conseils à donner à ceux qui se lanceraient aujourd'hui dans une aventure d'aménagement de ce type ? C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas partir n'importe comment. Hein. Et donc, il faut véritablement se fixer les objectifs qu'on s'assigne et de voir comment on peut être le plus près des objectifs, parce que tout évolue. Hein. Ce n'est pas parce qu'on va dire qu'on va sauter 2,40 m en hauteur. Si on saute qu'1,20 m, ça va être compliqué dans les 2 ans de sauter 2,40 m. Par contre, comme le disait Michel, on a travaillé véritablement sur tout ce qui est l'aspect nature. Bien évidemment aussi, on était dans un programme de rénovation urbaine qui est un des 3e programmes français. Hein. Donc on avait 1000 logements démolis, on n'a reconstruit que 600. Mais il était bien évident aussi qu'il fallait travailler par rapport à la nature du bâti, par rapport à la nature de l'énergie, et aussi par rapport à ce que j'appellerais à l'entretien collectif, mais l'entretien aussi public. Parce que pendant très longtemps, au niveau quand on construisait, après les années 60, on mettait un ensemble d'immeubles les uns à côté des autres, sans séparer ce qui était le domaine privatif du domaine public. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'on a parlé de résidentialisation, dans lequel il est évident qu'on pense à la résidentialisation dans une copropriété privée, mais on ne pense pas nécessairement à de la résidentialisation du côté de logements sociaux. Donc ça, c'est véritablement un travail que nous avons fait, et on continue, hein, parce qu'on est dans un autre programme de rénovation urbaine encore, dans lequel on n'a pas fini tout à fait. Mais on a travaillé aussi tout ce qui était lié au chauffage, notamment par rapport à chauffage avec le biomasse. On a travaillé aussi tout ce qui était la notion de partage de la route. Et parce que c'est souvent, on faisait des tuyaux sans imaginer qu'il y avait des gens qui pouvaient marcher à pied, sans imaginer qu'éventuellement il y avait d'autres moyens, des 2 roues, etc. Et finalement, on privilégiait souvent la voiture. Ça a été aussi le concept des années 60 en tant que tel. D'autant plus que nous, on est à 5 km d'une usine qui s'appelle Renault-Flin, donc il est évident qu'il était important pour nous de privilégier les ouvriers de chez Renault pour qu'ils viennent en voiture. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est véritablement une notion de plan stratégique. Il faut s'y tenir, et c'est pour ça que ce n'est pas neutre non plus d'avoir quelqu'un qui soit, je dirais, un peu, qui a des convictions. Et donc c'est pour ça que je l'ai amené. Moi, je suis un politique, lui, il a des convictions. Donc, et c'est pas neutre. Et donc c'est véritablement une notion. Conviction politique. Oui, aussi conviction politique aussi. Mais je pense qu'aussi, ce qu'il faut, c'est aussi un travail à la fois de dialogue, un travail de compréhension. C'est pour ça qu'on a développé avec les écoles primaires, les écoles maternelles, les lycées, les collèges, tout un état d'esprit par rapport justement à la nature, par rapport, par exemple, quand on a fait tout un ensemble sur les fleurs, sur l'eau, ou les enfants, sur l'Office du développement durable, etc. Parce que sinon, si on ne s'accompagne pas à côté d'éléments complémentaires pour aller vers ce que l'on souhaite, les gens ne le comprennent pas. Et souvent, ils considèrent que c'est une contrainte qu'on leur impose plutôt qu'une amélioration de leur vie. Merci, monsieur le maire, pour cette entrée en matière très, très porteuse d'espoir. Je voudrais juste, au passage, apporter ma petite témoignage d'ancien rédacteur en chef de Paysage Actualité. L'un de mes premiers reportages, ça avait été au Mureau avec l'agence de paysage complémentaire qui travaillait sur un programme où il y avait une école, une crèche,
et où on a explicité le chemin de l'eau sur un terrain très pentu, ce qui m'a fait penser que non seulement vous avez devancé la loi Labbé, mais vous avez devancé ce qui est aujourd'hui devenu presque un effet de mode sur les solutions fondées sur la nature, en profitant d'une topographie en pente pour révéler la nature aux habitants de votre ville. Alors, pour réussir les transformations écologiques des villes dont on a besoin, l'un des maîtres mots, c'est l'ingénierie. Alors, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui des fleurons de l'ingénierie publique française en la personne d'Annabelle Ferry, directrice territoire et ville du CEREMA. Comment est-ce que vous pouvez accompagner la maîtrise d'ouvrage public vers la ville post-carbone et favorable à la biodiversité? Merci, quel honneur. Sachant qu'effectivement les équipes du CEREMA sont composées, on va dire, majoritairement d'ingénieurs fonctionnaires. Moi, ce n'est pas mon cas, je suis architecte urbaniste, mais j'ai aussi beaucoup de collègues architectes urbanistes, hydrologues. On a vraiment toutes les spécialités. Alors, CEREMA, parce que vous posiez la question tout à l'heure, c'est le centre d'études et d'expertise, à la fois sur les risques, sur les mobilités, sur l'environnement et sur l'aménagement. En réalité, aujourd'hui, on est sur 6 domaines d'activités qui sont vraiment au cœur justement des enjeux. On a resserré ces activités autour des sujets d'expertise intégrée et d'ingénierie justement au service des politiques d'aménagement sous l'angle vraiment de stratégie, je vais y revenir. Également une expertise sur les bâtiments sous l'angle énergétique, à la fois d'un point de vue technique, qualité de l'air, mais aussi sur l'usage. On a beaucoup de programmes sur l'usage et les économies d'énergie. On est également, parce qu'on est aussi, on a regroupé l'ancien CERTU évidemment dans cet établissement. On a tous les sujets de mobilité, donc décarbonation des mobilités dans toutes ses composantes, mais également nous sommes présents sur les sujets environnement et énergie renouvelable, et également bien sûr sur tous les sujets risques, mer, littoral, et tous les aménagements marins. Donc quand on prend l'ensemble de ces compétences, on voit qu'on a toutes les clés justement par rapport aux problématiques aujourd'hui, à la fois d'adaptation bien sûr au changement climatique, mais aussi d'ores et déjà d'atténuation. Nos premières missions en tant qu'établissement public de l'État, on est sous tutelle du ministère de l'Environnement, la cohésion des territoires, c'est produire de la connaissance. Donc c'est ça qui nécessite justement ces expertises, d'être au cœur justement de l'état de l'art et des sujets en dialoguant également avec l'ensemble des sphères publiques, privées, que ce soit au niveau français mais aussi international. C'est produire cette connaissance et ensuite être en capacité de la diffuser et de permettre justement à chaque collectivité, derrière c'est vraiment la cible, et à chaque partie prenante, également dans le secteur privé, de pouvoir appliquer ces éléments. Il n'y a pas voilà, il n'y a pas de bonne politique, entre guillemets, à l'échelle nationale d'aménagement du territoire ou de résilience et d'adaptation au changement climatique sans ces éléments. Donc ça, c'est notre rôle majeur. Et pour cela, on travaille évidemment aussi en accompagnement des collectivités, non seulement celles qui en ont besoin, celles qui aujourd'hui sont en déficit justement d'ingénierie parce que des compétences sur les risques quand on a eu un affaissement de terrain ou comment on gère le recul du trait de côte. Évidemment, l'ensemble des collectivités ne peuvent pas avoir ces compétences. Elles ont aussi globalement disparu au niveau des départements. Le secteur privé, on cherche justement, nous, à le mettre en avant et les bureaux d'études aussi à les faire progresser sur certains sujets, mais jamais à se substituer. Donc on vient aussi dans ces accompagnements-là, par exemple en lien avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et en fait, tous ces accompagnements nous permettent, nous aussi, d'être meilleurs, justement, dans nos expertises, parce que notre enjeu majeur, même aussi en interne, c'est de croiser les sujets. Donc, on voit dans le témoignage, justement, de la ville des Mureaux, bravo en tout cas, on voit qu'en fait, tout est lié. Donc, si la problématique, par exemple, c'est un risque d'inondation, et peut-être qu'effectivement, on va se dire, le sujet biodiversité, finalement, c'est pas tant l'aspect, mais comme
on voyait cet exemple, bah oui, les solutions fondées sur la nature, en même temps, justement, permettent de répondre et de prendre en compte l'ensemble des enjeux. On peut le relier justement aussi aux objectifs d'artificialisation, et avec une bonne politique aussi de développement économique et d'habitat à côté. Bref, vous savez tout ça aussi bien que moi, vous en êtes tous des acteurs, mais en tout cas, tout est lié. Et donc là, les enjeux aujourd'hui, si on veut aller plus vite, si on veut aller mieux, si on veut que chaque euro aussi investi puisse être bénéfique. On avait fait un petit calcul d'ailleurs, 1 euro aujourd'hui bien axé dans une stratégie justement d'adaptation au changement climatique ou une stratégie territoriale permet d'économiser au moindre risque en quelques années 7 euros par exemple pour une collectivité ou un acteur. Donc si on met tout ça effectivement bout à bout, voilà, on a des chances d'être meilleurs. Donc nous, la première pierre, c'est vraiment fonder et apporter cette connaissance et expertise sur ces stratégies. Et bien sûr, on voyait dans le témoignage, tout se fait dans le dialogue. Voilà, il faut que aussi chaque partie prenante comprenne quels sont les enjeux, comprenne son rôle, et bien sûr, dialogue, c'est ce que disait la députée tout à l'heure. C'est vraiment aujourd'hui aussi, on va dire, la première pierre à poser dans une transformation complète finalement de notre approche des territoires et de la manière de les fabriquer et de les adapter. Alors, croiser les sujets, avez-vous dit, a priori comme ça ne tombe pas forcément sous le sens que l'énergie et la planification urbaine puissent faire partie du même sujet, mais vous allez nous le montrer. Antoine Tobia, directeur du développement territorial d'EDF. En quoi est-ce que, d'après vous, la transition énergétique suppose une nouvelle manière de planifier la ville ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, je représente plutôt le territoire de l'Est francilien. Mais j'avais envie de dire déjà en introduction que la transition énergétique et écologique, elle se fait dans les territoires. Bien qu'on ait des stratégies nationales, et c'est important d'en avoir parce qu'effectivement il faut une planification nationale avec effectivement des moyens de production pour couvrir les usages de la nation. Donc on en a parlé, il y a l'industrie, il y a le bâtiment, effectivement, qui représente aussi, comme le disait Madame la députée, un volume de consommation important. Alors bien que dans ce volume de consommation, les 700 TWh, il n'y a pas que de l'électricité. Il y a aussi effectivement des énergies fossiles, et c'est cet axe-là sur lequel on veut s'attaquer, c'est décarboner la consommation du bâtiment, et on y vient. C'est pour ça le décret tertiaire, la RE 2020. Et puis la décarbonation des mobilités, qui est encore un autre poste important. Et je pense qu'on a des atouts précieux en France, c'est qu'on a des moyens de production qui émettent le moins de CO2 en électricité. Donc on encourage la reconversion des flottes de véhicules thermiques en électrique, qui ont plusieurs vertus. C'est la décarbonation, mais aussi la réduction aussi des impacts négatifs de la qualité de l'air, qui est aussi un sujet important de cadre de vie, de bien-être. Donc on est à la convergence de plein de critères, de plein d'objectifs. Et nous, finalement, aujourd'hui, on s'associe pleinement à ce développement urbain. Et on intervient finalement le plus en plus en amont. Je vais être un peu caricatural. Je pense dans les années, il y a 30 ans, on appelait EDF souvent à la fin d'un chantier. Et on disait, je veux du courant, en fait. Et je veux un raccordement, je veux un branchement. Et aujourd'hui, finalement, on est aussi quelque part des architectes de l'énergie, et on amène justement ces solutions architecturales dès le démarrage d'un projet, aux côtés des architectes, des aménageurs, de tous les concepteurs urbains, des promoteurs aussi. Donc aujourd'hui, on va dire nos relations se sont diversifiées, et j'ai envie de dire que c'est un vrai plaisir de s'associer aussi à ces politiques locales, parce que chaque territoire, finalement, moi je m'en rends compte, dans mon quotidien, a sa spécificité, qu'on soit dans un territoire métropolitain, un territoire périurbain ou même un territoire rural. Les enjeux sont différents, et on a finalement une feuille de route qui est vraiment propre à chaque territoire. Et on regarde les atouts du territoire, parce que dans un territoire, il y a des ressources aussi énergétiques qui sont plus appropriées que d'autres. On peut avoir des data centers, c'est un exemple où on fait de la récupération de chaleur sur data center. Aujourd'hui, il y a une piscine, par exemple, sur Marne-la-Vallée, je peux citer l'exemple, qui a fait le choix d'être alimentée par ce réseau. Je pense qu'avec l'explosion des prix qu'on a connus sur le gaz, c'est une forme d'indépendance énergétique aussi locale, et ça permet de garantir à la fois de l'attractivité d'un territoire, une attractivité économique, et puis aussi
de pouvoir maîtriser le budget, maîtriser les coûts, parce que c'est bien, il faut concevoir, il faut construire, mais dans la durée, il faut faire vivre en fait ces infrastructures-là pour qu'elles soient effectivement performantes durant toute la durée d'exploitation. Donc conception, réalisation, mais aussi effectivement et exploitation, et puis voilà, décarbonation, je crois que c'est le maître mot de toutes les actions qu'on peut porter. Et puis les territoires, ils déclinent en fait cette politique de transition énergétique dans le cadre des plans climat, les PCAET, dans le cadre des contrats de transition écologique. Et donc on regarde ça, on voit que chaque territoire est différent et a défini finalement ses priorités. Et donc on s'associe avec effectivement tous les professionnels qui sont ici présents dans les projets qui sont aujourd'hui soutenus. Il y a une vraie explosion, je peux citer un exemple aussi, on parlait d'ombrières solaires. C'est vrai que le développement de l'autoconsommation là, a pris un virage très important depuis le début de l'année. On est très sollicité sur ces questions-là, que ce soit des ombrières de parking, que ce soit des panneaux solaires sur toiture. On voit que c'est aujourd'hui des moyens de contenir aussi la facture énergétique. Merci. Donc je retiens que finalement vous nous renvoyez un peu aux sources de l'art urbain dans les territoires en nous parlant d'identité propre à chacun d'entre eux et dans la lignée de ce que nous disait Louis ce matin en introduction. Alors l'identité des territoires, c'est aussi aux professions de l'interpréter. Donc place aux professions. Et en commençant par les architectes, si vous voulez bien. Alors, j'avais prévu d'interroger Madame Lecomte, parce que je sais qu'elle est sur le manifeste pour une frugalité heureuse, parce que je sais qu'elle en est signataire, mais peut-être pas en sa qualité de présidente de l'Ordre des architectes, mais bon, le terme de sobriété, de frugalité, en tout cas, n'a pas encore été versé au débat. Et quand même, je pense qu'il incombe beaucoup à ceux qui conçoivent les bâtiments et les aménagements. Comment est-ce que la sobriété, la frugalité heureuse, si possible, peuvent tracer une voie susceptible d'amener les villes sur la voie de la transition écologique? Merci et bonjour à toutes et à tous déjà, et merci pour l'invitation. On est très heureux de participer à cette table ronde. Alors, je vais commencer d'abord par rappeler que effectivement, nous, au niveau de l'Ordre des architectes, nous avons rédigé un plaidoyer sur la ville et les territoires, un plaidoyer en partant du constat, je dirais, des problématiques des changements climatiques, comme pas uniquement des changements climatique, mais aussi de la pénurie des matériaux et également sur les problématiques de la biodiversité en milieu urbain, mais aussi dans les bourgs et villages. Et donc ce plaidoyer sur, vous parliez de sobriété, en fait, ce qu'on essaye de mettre à l'intérieur, c'est que la ville de 2050 existe déjà. 80% du logement existe déjà de notre bâti, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est en essayant d'éviter davantage d'étalement urbain et de consommation d'espaces agricoles, de terres agricoles, et justement réparer cette ville. C'est là-dessus qu'on parle de sobriété, sur essayer de réhabiliter tout ce patrimoine. Déjà, en le réhabilitant, ça nous permet de faire des économies de matériaux neufs, en utilisant des matériaux locaux. Et on parlait tout à l'heure d'identité territoriale, c'est aussi voir un petit peu les matériaux locaux pour travailler en circuit court donc éviter davantage de construction, puisque les constructions sont déjà là, et c'est là-dessus qu'on peut faire un certain nombre d'efforts. Merci Madame Meboroda. Alors, on aurait bien aimé entendre les paysagistes à ce stade. Bon, on espère encore l'arrivée de Jean-Marc Bouillon, qui aurait pu se faire l'interprète de cet appel pour le bon gouvernement, qui n'est peut-être pas forcément encore connu de tous. Je voudrais juste en dire un petit mot, parce que c'est quand même dans l'histoire de l'engagement militant des professions quelque chose d'assez singulier,
qui s'est produit à l'occasion de la campagne présidentielle de 2017. C'est que 7 organisations, alors est-ce que je vais retrouver chacune d'entre elles? La Fédération française du paysage, l'Association des paysagistes Conseil de l'État, la Fédération nationale des agences d'urbanisme, la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, la Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les grands sites de France, merci Marc, ont trouvé les mots pour évoquer la place du paysage comme à la fois médiateur et étant en capacité de mettre tout le monde autour de la table, y compris des personnes qui n'ont pas l'habitude de parler entre eux, comme étant aussi le vecteur de cette écologie non punitive et désirable, parce que le paysage nous fait tous rêver. Bref, le déclic par lequel on peut espérer avoir cette transformation vers la ville écologique. Donc voilà ce que Jean-Marc aurait pu dire beaucoup mieux que moi. Mais les aménageurs, les aménageurs, eux, comment se projettent-ils dans cette transition écologique des villes? Écoutez, nous sommes des opérateurs, c'est-à-dire que notre métier, c'est de faire des projets. Et on constate que depuis une vingtaine d'années, le nombre de projets a plutôt diminué. Et justement parce qu'on a voulu densifier, c'est-à-dire faire la ville sur la ville et favoriser les transports en commun, et en fait, on a provoqué un détalement urbain, c'est-à-dire une dispersion de maisons individuelles qu'on n'a pas voulu accueillir dans les premières couronnes, périphéries, et donc qui sont allés au Petit Bonheur la Chance, là où ils ont trouvé une division foncière chez un agriculteur. Et le CEREMA a produit des études très intéressantes qui montrent que 50% du foncier utilisé en France a été utilisé pour environ 19%, je crois, des logements produits, et pour un volume de 1,45 à 1,84 logements par opération, c'est-à-dire par non-opération. En fait, on est toujours dans la dispersion principalement. Et donc, c'est ce constat qui nous amène à avoir un peu d'inquiétude sur le zéro artificialisation, parce que la facilité administrative, c'est de supprimer des secteurs de projets, en disant moins de projets, les projets qu'il y aura seront plus denses. Et en fait, non. Moins de projets et plus de dispersion. Et donc, là où on a eu un gilet jaune, on en aura 2, peut-être 3, ça sera une meilleure densification. Mais c'est bien ça qui est en jeu. Donc, nous avons comme 2 propositions principales. C'est d'une part une contractualisation des projets entre élus et opérateurs, c'est-à-dire sortir des injonctions contradictoires, d'une part l'État qui dit faites du R+5, du R+6, etc., et puis les élus, ou plutôt les électeurs qui disent nous pas de densité, je veux pas qu'on surplombe mon jardin, ma piscine, mon truc, etc. Et donc on est dans cette contradiction, et il faut donc rapprocher la décision de ceux qu'elle concerne, c'est-à-dire élus, opérateurs et une concertation locale. Voilà. Donc ça serait une contractualisation des projets avec validation par le préfet, mais une fois encore, ça exige de ne pas supprimer des secteurs urbanisables. La deuxième proposition que nous avons, c'est d'intégrer les fonctions des sols. C'est ce que monsieur le maire a bien montré tout à l'heure, et tous les projets que vous allez présenter cet après-midi, c'est intégrer les fonctions des sols dans l'opération. C'est-à-dire sortir d'une dualité entre
la zone urbaine et qu'il faudra densifier éternellement, j'allais dire, et puis les ENAF, c'est une espèce de concept administratif, les espaces naturels, agricoles et forestiers, c'est-à-dire tout, hein, où il ne se passe éventuellement rien du tout. Un champ de betterave, c'est zéro vie. Hein, c'est un support d'agriculture, mais il ne se passe rien dans le sol. Et donc intégrer les fonctions des sols dans l'opération pour atteindre une résilience climatique de l'agriculture urbaine, 13 millions de parcs, enfin de jardins maraîchers en France produisent 20 à 25% de nos fruits et légumes consommés. Donc la ville n'est pas stérile. Et construire de la ville, c'est pas forcément la stériliser. Voilà. Donc intégrer de la biodiversité. Vous parliez de kilomètres de haies. Enfin moi, ça fait plaisir que vous ayez compté ces kilomètres. Nous plantons effectivement chaque opération qui loge 50 familles fait plusieurs kilomètres de haies, de biodiversité, etc. Enfin, on est en train de découvrir tout cela et on aura toute une éducation aussi des habitants à faire. Voilà. Donc nous sommes sur une optique de proposer une vision d'aménagement et que les territoires se saisissent des opérations pour intégrer non seulement des fonctions sociales de logement, le programme classique, hein, les équipements, on a parlé aussi d'emploi. Vous savez que sur 450 000 logements, vous en avez environ 45% de la ville sur la ville, donc ce dont vous venez de parler, et puis il y en a 55% par extension, et c'est là qu'il faut avoir du projet et le bonifier. Ça fait 250 000 logements. Peut-on supprimer la moitié de 250 000 logements? Moi, je ne pense pas. Et puis, on a aussi 300 000 emplois à créer et à loger chaque année en France. Donc, on a, vous voyez, et 67%, c'est un chiffre que le CEREMA aussi a une étude que j'ai lue attentivement. 67% des collectivités territoriales ont refusé des implantations d'activités par manque de foncier. Donc, vous voyez, quand on parle de relocalisation, en fait, 67% ont refusé parce qu'elles ne disposaient pas de moyens. Donc le projet est, à mon avis, un vecteur d'avenir et il faut l'organiser. Très bien, ben voilà, je pense, une base d'accord possible entre vos deux professions, des architectes et des aménageurs. Alors, on aurait bien aimé entendre la voix de l'État à travers M. Bessis, qui va pas tarder à arriver puisqu'il est dans cette maison. Et donc il va, je pense, d'ici à la fin de cette table ronde, nous transmettre la parole des écoquartiers. Je me tourne vers vous, mesdames et messieurs. Est-ce que toutes ces interventions de démarrage de notre première table ronde vous ont inspiré des questionnements? N'hésitez pas à vous manifester. Monsieur. Merci. Oui, bonjour. Je trouve qu'on parle peu des contraintes administratives qui se chevauchent. Qui vous êtes, s'il vous plaît? Oui, Jacques-Henri Bord, je suis un ancien aménageur, un ancien promoteur, vice-président d'art urbain dans les territoires, et puis bien d'autres choses encore. Cela dit, j'ai toujours une activité de recherche foncière et de promotion, et aujourd'hui, le fond du problème, c'est qu'il y a quand même une certaine superposition entre le droit, dans le droit. On a l'impression que le droit de l'environnement supplante le droit de l'urbanisme et de la construction. Cela dit, sans que ce soit vraiment bien réglementé, on ne sait plus très bien où on va. Les autorisations administratives sont bien souvent extrêmement fragilisées. On ne sait pas si on pourra réaliser ce qui a été convenu ou pas. Ces éléments particuliers sont-ils pris en compte par nos intervenants ce matin ? Alors, je pense que c'est à nouveau nos deux représentants des professions qui vont... Écoutez, effectivement, merci pour la question.
c'est vrai qu'on a un ensemble de couches administratives qui se surajoutent. Les couches administratives se surajoutent parce que, je dirais qu'à chaque prise de conscience d'un problème sociétal, le politique a répondu par une couche de réglementaire, etc. Et donc, par exemple, le ZAN est en train de répondre à une couche d'inquiétude climatique et environnementale. Et puis, on est en train de travailler aujourd'hui sur la question... Oui, enfin, c'est un fait, mais c'est un fait qui inquiète. C'est un fait qui inquiète. Je ne dis pas que ce n'est pas un fait qui inquiète. Non, mais enfin, écoutez, votre interpellation me surprend parce que je dis qu'il y a une prise de conscience d'une problématique et là, effectivement, le politique se saisit de la réponse apportée par une couche réglementaire. C'est pas, je ne dis pas que le problème n'existe pas. Et aujourd'hui, pour être plus prospectif, je dis qu'on est en train de travailler sur une filière, la question des filières carbone. C'est-à-dire que pour baisser et pour atteindre une décarbonation, il y a une couche réglementaire qui est en train de se préparer. Et donc, le problème, c'est qu'effectivement, ces différentes couches, lorsqu'on est opérateur, ne se correspondent pas forcément. Pour vous donner une illustration, pour baisser la consommation de transport, on met en place des politiques de mobilité telles que le vélo, la trottinette, etc., des mobilités douces pour lesquelles il faut des pistes cyclables, des pistes piétonnes. Bon. Mais ça vient en contradiction avec la couche zéro artificialisation, c'est-à-dire qu'on va décompter des surfaces de pistes. Vous voyez ? Bon, écoutez, si, puisque même quand on l'a mais si, c'est le tableau. C'est le tableau qui a été annexé à la réglementation là-dessus. Voilà. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut sortir de ça et je propose le concept de contractualisation, c'est-à-dire étudier un projet dans ses différentes fonctions de façon à faire jouer une approche systémique. C'est-à-dire que si je supprime du parking parce que je mets de la mobilité en autopartage, je pourrais planter plus d'arbres, donc j'améliore mon bilan carbone et la résilience climatique, donc j'aurai moins de consommation de climatisation, etc. Bref, vous voyez, on est dans une... Je pense qu'il faut étudier les projets sous un ensemble plus complexe, hein, et non pas que par couche réglementaire. Voilà. Monsieur l'architecte, donc vous voulez commenter? Oui, je suis un peu surpris parce que je trouve qu'effectivement on est dans une logique de défense de précaré et je pense qu'il faut approcher des questions d'une façon totalement différente. Moi je ne pense pas du tout parce qu'on fait des ombrières sur un parking, on pourra faire de la biodiversité en plus, peut-être qu'on pourra construire à terme le parking et en faire une zone urbaine, ce qu'elle est déjà d'une certaine façon. Ensuite, sur la question des mobilités, moi j'aimerais bien qu'on approche le concept de porosité plutôt que de superposition ou de juxtaposition. C'est-à-dire qu'il me semble, depuis très très longtemps, qu'on parle de multi-usage et de partage, notamment par exemple de la voirie. Et donc il ne me semble absolument pas contradictoire de faire des pistes cyclables, de faire des espaces pour les piétons, des espaces pour les trottinettes, parce que ça semble être aujourd'hui la cible la plus caricaturale, disons, de cette question des mobilités. Mais ce n'est pas la question. La question, elle est effectivement de l'impérialisme de la voiture. Et ça, c'est encore une autre histoire. Je dis simplement que si on approche effectivement toutes ces questions d'aménagement dans une logique de porosité, c'est-à-dire où effectivement on n'est pas chacun dans son petit précaré avec la dépense des propres intérêts, et je pense que l'intervention de la représentante du CEREMA était assez pertinente de ce point de vue-là tout à fait au début, montrant qu'on était dans des logiques de système et de logiques d'adéquation entre des approches totalement différentes, on peut peut-être commencer à avancer. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est très en retard. Je suis désolé d'avoir à vous le dire, mais très franchement, on est out, quoi. On est complètement en dehors des problématiques qui se posent aujourd'hui. Je reprends la parole de Marc. N'oubliez pas que la planète brûle. Voilà, et qu'on se met dans cette échelle-là. Et moi, je pense aussi à tout... Bon, je regarde toujours, et ça m'intéresse, cette question des bourgs et des villages, mais je suis désolé, moi, je suis, par exemple, actuellement en Bourgogne, un nombre incalculable de petites villes ou de bourgs sont vides. Donc la question du logement, elle n'est pas automatiquement dramatique, elle est simplement inadéquate. Et effectivement, comment on réaménage des territoires, et la question du projet, c'est comment on réinvestit tous ces endroits qui sont vides. Alors, Madame Maire Boroda, oui. et ensuite Monsieur le maire.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on peut parler de multi-usage, multifonction, effectivement. Et nous, on parle effectivement dans notre plaidoyer de densifier la ville. Densifier la ville, ça ne veut pas dire la construire, la surconstruire et rajouter des bâtiments, mais c'est plutôt voir de quelle manière on peut avoir davantage de fonctions. C'est-à-dire que d'abord, ça veut dire aussi décarboner en utilisant des matériaux biosourcés, d'autres matériaux en circuit court, spécifiques au territoire, enfin qu'on l'on trouve sur le territoire. Ça veut dire aussi, à un moment donné, enlever peut-être du bitume à certains endroits. Je veux dire, on a un certain nombre d'espaces publics, je veux dire, aujourd'hui, qui sont complètement imperméables, je veux dire, à l'eau. Et donc, on peut retrouver par des traitements différents des espaces publics, je veux dire, justement, une décarbonisation. Et puis, effectivement, rapprocher le logement du lieu de travail et puis travailler aussi sur des éléments de partage, de villes partagées. Vous le disiez tout à l'heure, ça veut dire qu'à un moment donné, l'espace public aussi, il faut qu'on lui redonne sa vie et je dirais une fonction publique et de rencontre. Alors l'empilement administratif, est-ce que les maires peuvent en alléger le poids? Bien évidemment, on peut toujours, c'est toujours possible. Par contre, je vais intervenir une minute et je laisserai mon collègue parler du HQE. Je pense que par rapport à ce que l'on se dit, il faut poser l'équation telle qu'elle est. Quand je dis l'équation telle qu'elle est, aujourd'hui, nous avons un nombre d'habitants, nous avons un besoin d'un nombre de logements, et nous avons aussi quelque chose qui est important, c'est comment je dirais, l'ensemble des habitants vont vieillir dans le temps. Et donc c'est vrai qu'on parle beaucoup, souvent on privilégie en disant le nombre de logements, la nature, etc. Quand on sait qu'on aura 12% de la population qui aura plus de 85 ans à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, il faut faire très attention aussi, parce que là, je vous entends parler beaucoup, mais souvent, dans vos raisonnements, c'est des raisonnements d'urbains et de gens qui vivent dans une ville. Et c'est vrai, moi, je suis dans un territoire de 400 000 habitants, de Poissy à Mantes, dans lequel on a 73 communes, dont 51 communes qui ont moins de 1000 habitants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, aujourd'hui, la notion de logement, la notion d'habitat et la notion de vieillissement? Dernièrement, j'étais dans une autre émission, dans laquelle j'avais la maire de Pontivy, qui m'expliquait comment à Pontivy, l'ensemble des gens étaient partis à 15 km et tout le problème, on avait supprimé tous les transports en commun qui pouvaient ramener sur Pontivy. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a la question du logement, mais du nombre de logements qu'on veut construire. La question aussi, comment, par exemple, nous, on a des logements sociaux dans lesquels, quand on démolit, on dit, par exemple, il faut démolir 200 logements. Quand on recense après le besoin, c'est 230 logements qu'il faut reconstruire. Parce que, aussi, le niveau de la famille a changé. Le niveau de la famille a changé. Là où il y en avait un logement pour deux, demain, il faut 2 logements pour 1, 5 ans après. Donc ça veut dire que c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. La question de la durabilité dans le temps de l'habitat et du nombre de logements. La notion de durabilité dans le temps aussi par rapport au vieillissement. Quand on parle de logement inclusif, etc., parmi ceux qui ont là, préparons notre avenir, faisons attention. Ceux qui ont plus de 50 balais, il faut commencer à préparer ce qu'ils penseront dans 30 ans. Et on ne pensera pas que nécessairement à la notion de l'environnement tel qu'il est. Donc ça me semble important. Le deuxième point qui me semble important, c'est comment, dans les années 60, on a modifié une mutation complètement urbanistique. 50 ans après, on se dit qu'est-ce qu'il faut prévoir pour les 30 ou 40 ans à venir. C'est pour ça que je laisserai la parole à mon ami Carrière sur l'HQE. Oui, il est délicat de parler de construction quand les 3/4 des gens qui vont habiter ou travailler dedans ne sont pas incorporés au projet. Ça, c'est un problème que je trouve récurrent et grave. C'est pour ça que quand on a souhaité construire la nouvelle mairie, on s'est tourné vers la HQE sur laquelle on avait postulé. Pourquoi? Parce qu'il est important que l'ensemble des usages, des matériaux, des citoyens, que ce soit ceux qui allaient l'utiliser, que ceux qui allaient y venir, soient concernés. Alors, c'était la seule méthode qu'on avait à disposition et on construit encore des bâtiments publics avec cette méthode parce qu'elle est très ouverte. On ne peut pas parler d'usage sans incorporer ceux qui vont y habiter.
Enfin, ça paraît quand même encore démentiel qu'au XXIe siècle, on ne se pose pas plus ces questions-là. Et la façon de concevoir, d'y aller, de disposer de transport ou pas, c'est quand même quelque chose qui est curieux. La question des matériaux est très importante parce qu'effectivement, pour arriver à construire autrement et différemment, et maintenant en plus il y a de tellement nouveaux matériaux qui peuvent faire qu'on peut aller encore plus loin, que je trouve que pour nous, ça a été la méthode, parce que c'était très ouvert et qu'on a impliqué absolument l'arc de tout ce qui allait être concerné, que ce soit ceux qui utilisaient que ceux qui y travaillaient. Ça nous est apparu un point extrêmement important, et je vais vous dire, 4 mandats ont fait notre 4e mandat. Très difficile de concevoir des logements, quels qu'ils soient, sociaux ou pas, avec les usagers, ceux qui vont y habiter, qui sont carrément concernés. Ça me paraît, c'est pas une avancée, c'est pas normal. Juste pour terminer aussi, j'ai bien entendu l'aménageur, mais par contre, quand on discute avec des aménageurs, quand on discute avec tout un tas de gens, c'est toujours l'équation combien cela va coûter. Combien cela va coûter. Et donc on nous dit, écoute, c'est bien tes idées, etc. Mais nous, c'est 2000 euros le mètre carré, le 2000 euros la construction. Et vous voulez des choses qui coûteraient 3000 euros. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, c'est toute cette équation entre la notion de l'habitant, la notion de ce qu'on en souhaite tout autour, évidemment en privilégiant l'environnement, et c'est différent quand vous êtes un village de 300 habitants dans lequel la population a vieilli et les jeunes ne veulent plus y vivre parce que c'est trop loin des gares, etc. Et le 3e point, et là c'est l'essentiel, quand on discute beaucoup avec des aménageurs, c'est tout de suite la feuille Excel pour nous dire ça marche ou ça ne marche pas financièrement. Voilà, donc on est parti de l'empilement administratif. On s'est dit qu'il était peut-être partiellement soluble dans le décloisonnement. Et je me retourne vers le CEREMA parce qu'il y a une petite chose qui s'est passée dans notre réglementation et qui va peut-être libérer bien des énergies. C'est qu'au détour de la loi 3DS, donc je vais essayer de ne pas parler en sigle, donc c'est des différenciations, déconcentration, décentralisation, simplification. Au détour de cette loi, on a créé un statut tout à fait unique dans les établissements publics français, c'est-à-dire que jusqu'ici, le CEREMA était placé sous la tutelle de l'État, et maintenant, il est placé sous une double tutelle, ce qui transforme sa nature, et vous allez nous l'expliquer, et nous en expliquer les impacts possibles. Oui, tout à fait, j'aurais peut-être dû en parler déjà tout à l'heure. Effectivement, depuis le mois de juin, mais ce sera effectif en début d'année prochaine, cet établissement public de l'État sera à la fois sous tutelle, donc toujours de l'État, mais aussi des collectivités. Alors, ce sera des collectivités qui adhéreront au CEREMA, pour un montant quasi symbolique, entre guillemets, sachant que derrière, l'avantage pour les collectivités qui vont adhérer, c'est que ce sera également leur établissement, et elles bénéficieront de toute l'expertise justement des experts du CEREMA de manière très simple, puisqu'on sera en mode quasi-régie. Donc en fait, il n'y aura pas besoin de passer par des marchés publics, on sera à disposition des collectivités adhérentes pour répondre à leurs besoins. L'idée, c'est derrière plusieurs choses. Un, d'accélérer justement, comme je le disais tout à l'heure, la connaissance, le déploiement de l'expertise pour les projets de transformation des territoires. Et puis également, ça y est, là on passe encore une étape au niveau de l'État et de la conception aussi des politiques publiques. Elles se font par les territoires, dans les territoires et avec les élus. Donc l'État est là au service d'eux, et donc on est toujours dans ce mouvement, et on sait que sur les problématiques qu'on évoque ce matin, la clé, c'est le territoire. Donc ce changement va dans ce sens,
Et ce qui permettra aussi des dialogues aussi encore plus intéressants, puisque les élus auront des représentants dans notre conseil d'administration, bien sûr, mais seront intégrés dans toute la gouvernance de l'établissement. Donc il y aura un dialogue aussi permanent entre on va dire les experts du CEREMA et les élus et techniciens pour pouvoir justement mieux répondre justement aux besoins d'assistance, aux besoins de connaissances, mieux comprendre quels sont les enjeux et aller plus vite pour les appliquer. Là, par exemple, voilà, sur le débat du zéro artificialisation nette, qui est une impulsion, en fait, c'est une orientation, une impulsion pour faire bouger tout le monde. Là-dessus, les élus, effectivement, nous disent voilà, on va adhérer au CEREMA parce qu'on ne sait pas comment prendre le sujet. Nous, ce qu'on anticipe, par exemple, c'est dès l'année prochaine, pour les collectivités, de les accompagner déjà dans leur stratégie foncière, leur stratégie d'ensemble, leur projet de territoire. C'est ce que vous évoquiez d'une certaine manière, prendre le sujet globalement et regarder voilà, sur chaque élément, chaque brique, et par rapport aussi à un projet avec les habitants, bien sûr en concertation, voilà, quelles sont les orientations, et ensuite voilà, ça pourra se décliner et tout. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment que toute la chaîne d'aménagement bouge aussi à cette occasion. Là, on voit que les débats qu'on pose, ça change la posture de chaque acteur. Donc ça change la posture de l'État, ça change notre posture, ça change votre posture. C'est vraiment l'ensemble de la chaîne. Et il ne faut pas qu'il y ait un maillon, voilà, qui lui n'évolue pas, mais ce sera à la fois lent, et en même temps, ça peut être un peu brutal. Je pense qu'il faut se brutaliser aussi un peu là pour faire ce changement. En tout cas, les citoyens, je pense aux élus, vous le rappellent à mon avis sans cesse. Donc voilà, au-delà du contexte, on a tout pour en réalité, et on a tout pour, c'est voilà, s'assembler différemment et penser dans la même voie. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va surtout pouvoir recycler énormément de foncier, énormément de bâtiments et surtout faire en sorte qu'ils correspondent au mode de vie et aux besoins de nos concitoyens. Voilà, ça peut être certainement un des messages de cette table ronde. Emparez-vous du CEREMA à l'assaut. Donc les collectivités peuvent peut-être y trouver les solutions aux problèmes évoqués par François Rieusec d'empilement réglementaire. Peut-être aussi des solutions à des coûts plus abordables. En tout cas, ça vaut toujours le coup de prendre le temps de l'ingénierie et vous avez là un outil tout à fait précieux. Quelles autres questions la salle nous fait remonter à ce stade ? On est dans les 5 dernières minutes, d'après ce que les signes. Simplement m'adresser à monsieur le maire pour la question du ZAN. En fait, on voit que c'est une question très opérationnelle et je voulais savoir comment vous, dans votre collectivité, vous voyez ce sujet, comment vous l'envisagez. Voilà. On va parler toujours à deux voix, hein, c'est important. Si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, quand on définit un milieu urbain, un milieu rural, c'est un ensemble de cartographies. Et quand je dis c'est un ensemble de cartographies, il faut partir de la base, qui est le cadastre, où normalement il pouvait y avoir rien, mais qu'à terme il y a eu beaucoup. C'est toutes les constructions au fil du temps, etc. C'est différent un peu, par exemple, quand on a construit le Vaudreuil, dans lequel le Vaudreuil, au départ, il n'y avait rien. Quand on est dans une ville qui a une histoire, par exemple, il y a toujours un vieux village, il y a toujours des constructions nouvelles. Quand on est dans un village, c'est autre chose. Et donc, par rapport à la notion des usages, il faut définir 3 niveaux d'usage. Le premier niveau d'usage, c'est déjà comment je peux me déplacer là où je suis. Ça, c'est pas neutre. Le deuxième point, qui est important aussi, c'est où sont éventuellement tous les équipements publics qui pourraient me servir. Ça va éventuellement d'une gare SNCF jusqu'à une médiathèque, jusqu'à des écoles, etc. Mais le troisième point qui est important aussi, c'est qu'à partir du moment où on fait des projets nouveaux, des aménagements, par exemple, moi je suis dans un projet cœur de ville assez conséquent, je suis dans des projets de rénovation urbaine, j'ai aussi un problème de franchissement de Seine avec de l'autre côté, c'est quel est l'usage
et qu'est-ce que je vais faire de telle façon à ce que les nouvelles constructions que je vais faire seront quelque chose, qui amèneront plutôt éventuellement une nouvelle urbanisation à l'intérieur de ce qui existe déjà. Donc ça, c'est véritablement les sujets que nous devons avoir. Et les sujets aussi importants, c'est quels sont les prérequis que l'on se donne. Par exemple, tout à l'heure, j'entendais madame qui parlait, je suppose, sur une grande ville. Mais par exemple, le prérequis, déjà le premier prérequis, c'est que généralement, le premier déplacement, la première propulsion, c'est à pied. Ce n'est pas nécessairement autrement. Quand on sait qu'il y a 8 déplacements sur 10 qui se font à pied, il faut peut-être y réfléchir. Donc il y a des tas de sujets. Peut-être que tu continues. Oui, les usages, d'abord, il faut concerter. C'est une question, ça doit être constant. En même temps, il y a des choses qu'on oublie. Si l'OMS suppose qu'il faut 10 mètres carrés par habitant à 10 minutes de chez soi, je crois que c'est 5 à 10 minutes, et on est bien au-delà, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est difficile à respecter. Néanmoins, nous, on a touché quelque chose, c'est par l'approche des jardins familiaux, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui auront, en étant locataires, ils resteront toute leur vie locataires. Ils n'auront jamais 1 mètre carré de terrain à eux. Et donc, la possibilité qu'il faut donner en milieu urbain, c'est aux gens de sortir de chez eux pour intégrer des usages que d'autres auront et qui ne sont pas très évidents. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important pour arriver à donner une notion de la question de la nature en ville. Parlez-en aux citoyens, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui les intéresse. Parler de l'ombre, de la fraîcheur inhérente à la ville, le fait que vous fassiez ressortir un rue ou autre, c'est ces choses-là. Ça peut partir de sentiments ou de notions de confort. On n'interroge pas ces choses-là, à mon sens, et il faut aller plus loin là-dessus. C'est pour ça que le citoyen ou ses représentants ne sont pas tellement présents dans les projets, quels qu'ils soient, que ce soit des projets de construction, des projets d'aménagement, des liaisons, quelle que soit la liaison. Je trouve que c'est pas facile, mais il faut les y mettre obligatoirement. Alors, par rapport à tout ce qu'on se raconte, c'est bien. Moi, je pense moi, j'ai été élu en 77. Hein. Donc, j'ai mes 40 annuités. Hein. J'ai mes 40 annuités pour partir. C'est pas mal quand même. Hein. Mais j'ai arrêté un peu pendant un certain temps. Et donc, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, quand on a un mandat municipal, on mesure ce que l'on a fait entre 10 et 20 ans après. Et c'est une discussion que j'ai vue avec les 3 derniers présidents de la République, parce qu'on vient souvent au mur nous voir. On a eu 14 visites de présidents de la République, 120 visites de ministres, 2 conseillers interministériels. À ces 3 présidents, les trois derniers, je leur ai dit, vous avez la responsabilité pour les 30 ans à venir. Regardez, l'histoire de la France est toujours faite toutes les 30 ans. Hein. 1914, 44, 74, 2004. Et ceux qui sont là, ils ont la responsabilité 2004-2034. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Et quelles sont les mutations culturelles que vous voulez, indépendamment des événements qui se passent, hein. Donc ça me semble important, ces notions de temps aussi. Parce que quand on interroge les gens aussi, c'est peut-être ceux qui ne verront pas la finalité de ce qui a été fait. Par exemple, le projet de rénovation urbaine, c'était normalement 5 ans. On a mis 15 ans. Donc il y a ça aussi, la notion du temps qui est importante. Et la notion du temps, c'est comment, comme le dit Michel, c'est comment à très court terme on peut faire quelque chose qui change, comme des jardins familiaux, etc. Mais d'un autre côté, le bâti, etc., ça prend plus de temps. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière prise de parole? On me fait signe qu'on est dans les temps additionnels. Oui, madame l'architecte. Moi, j'avais juste une question pour les élus, pour monsieur le maire. Vous vous êtes fait accompagner par quel acteur dès le départ, je veux dire, sur vos 4 mandats? Parfois, on s'est accompagné nous-mêmes. C'est vrai que des fois, on n'avait pas nécessairement la chanson au départ. Non, le point important, quand on a été élu en 2001,
où on arrivait, c'était une équipe nouvelle, etc. Et c'est vrai qu'avec l'État, on nous a dit qu'il faut véritablement faire un schéma de cohérence urbaine sur la ville. Et donc, c'est pas neutre parce que ça nous a donné quand même, on a travaillé, évidemment, avec des aménageurs, avec tout un tas de gens. On a travaillé aussi avec les habitants. Et c'est vrai que par rapport à l'idée de 2001 qu'on avait, l'idée d'aujourd'hui, il y a des choses qui ont évolué. Mais cela n'empêche que le schéma de cohérence urbaine, donc c'est la définition exactement de ce que l'on souhaite, amène comme une stratégie globale. Et c'est là qu'à l'intérieur, après, de cette stratégie, bien évidemment, on a pris un architecte conseil qui a travaillé avec nous sur le schéma de cohérence urbaine. Et après, on a dissocié ce qui était, je dirais, le fil conducteur autour de l'architecte conseil et ce qui était éventuellement les aménagements nature, etc. Et donc, après, il y a tout un tas d'organismes qui ont travaillé avec nous, comme l'agence d'urbanisme, vraiment. Mais après, c'est quelque chose où les gens viennent autour. Mais ce qu'il faut, à mon avis, au niveau des élus, c'est qu'on ne se laisse pas marcher dessus. Et c'est qu'on continue, parce que assez souvent, on nous amène toutes les contraintes, on nous explique que ce n'est pas possible, on nous explique, mais non, alors l'urbanisme, les PLU, les PLUI, etc. C'est ça qui est compliqué. C'est comment... Et quand j'ai été élu en 2001, bon, j'avais une tradition, j'avais un président de département et un président de région Île-de-France à l'époque, donc c'était Franck Breutray et Jean-Paul Huchon. Il m'avait dit, tu sais, tu viens d'être élu, alors malgré ton expérience, un mandat municipal, c'est la règle des 2-2-2. C'est 6 ans un mandat municipal. Les 2 premières années, si tu n'es pas capable de savoir quels sont les 3 projets que tu réaliseras, dont tu es maître du foncier, parce qu'on peut raisonner sur un truc, si vous n'êtes pas maître du foncier, ça peut durer des années. Deuxième sujet, c'est que tu as des abondements croisés financiers. Et le troisième sujet, c'est que ça soit quelque chose qui apporte un plus aux habitants. Si tu n'es pas capable de ça dans les 2 premières années de mandat, tu ne feras pas. Parce que l'année 3 et 4, ça sera seulement le moment où tu réaliseras. Et l'année 5 et 6, si tu veux être élu, il faut enlever les grues. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, on se souviendra, je crois, dans cette table ronde, du très beau duo que vous avez formé avec votre adjoint, qui était un peu le duo du rationnel et du sensible, sans lequel il n'y a pas de transition et de transformation urbaine possible. Alors, Monsieur Bessy, j'avais annoncé que vous arriveriez et vous êtes arrivé finalement au bon moment, enfin, je pense, parce que quand on a préparé ensemble cette table ronde et que j'ai voulu vous brancher sur les sujets d'aménagement extérieur de la ville, vous m'avez fait sentir que je mettais un peu la charrue avant les bœufs, parce que la ville écologique, et c'est votre expérience des écoquartiers qui vous a instruit là-dessus, ce sont d'abord des valeurs. Alors, voilà, dites-nous, expliquez-nous. Merci. Tout d'abord, je vous présente mes excuses pour ce retard assez, j'ai envie de dire, inadmissible. C'est pas, j'arrive comme ça au milieu de la table ronde, je suis vraiment désolé. On est en pleine discussion et vote sur le renouvellement, on va dire, de la démarche écoquartier que mes voisins de droite connaissent bien. Je suis ravi de les retrouver. Donc l'aventure des écoquartiers continue et va même aller encore plus loin. C'est tout l'objet de notre réunion en cours. Et je crois que c'est important, surtout aujourd'hui, de parler des valeurs. On traverse une période extrêmement difficile, vous avez dû en parler, tout le monde le sait, tout le monde l'a à l'esprit. Sommes-nous dans un monde qui traverse une crise, des crises, ou sommes-nous dans un monde qui change profondément? Et nous, pays riche, industrialisé, il va falloir que nous apprenions à vivre autrement, avec un monde qui fonctionne autrement, avec des échanges qui vont être complètement différents, avec des interactions qui vont être complètement différentes. Et alors pourquoi je vous parle de ça alors qu'on est sur le sujet des écoquartiers et de la ville durable? Parce que ma conviction et celle de mon ministère, c'est que la ville durable et les écoquartiers, qui restent aujourd'hui l'outil opérationnel, on va dire que j'ai une énorme étiquette écoquartier sur le front. C'est vrai, j'ai une grosse étiquette écoquartier sur le front, mais je pense que c'est aujourd'hui l'outil opérationnel le plus, ou en tout cas le plus opérationnel sur le terrain et en appui des collectivités et pour accompagner les collectivités.
Il y en a d'autres, je sais bien, mais celui-ci est particulièrement prégnant sur le terrain. La force des écoquartiers, ce sont les valeurs, c'est-à-dire c'est de sortir de cette idée que la ville et les écoquartiers, ce sont des bâtiments, des espaces publics, des espaces privés. Non, c'est pas ça. La ville et nos quartiers, ça passe par l'humain, par les valeurs qui sont portées par l'humain, par les valeurs qu'il faut porter dans les écoquartiers, qui sont des valeurs, et vous le connaissez bien au Murau, hein, la participation citoyenne, les valeurs de solidarité, de partage, de vivre ensemble. Alors, ce n'est pas des mots vains, hein, c'est vraiment le cœur de nos écoquartiers, et c'est ce que nous ont appris. Ce que nous a appris l'histoire des écoquartiers et les 10 ans de vie dans les écoquartiers, c'est qu'il n'y a pas d'écoquartier s'il n'y a pas cette vie dans les quartiers. Ce que vous avez remarquablement réussi à faire au Murau, c'est exceptionnel, on le met souvent en avant, et c'est absolument exemplaire. Dans un contexte qui ne s'y prêtait pas, vous avez réussi à mettre en place cette vie et à mettre en place ces valeurs qui sont au service des 4 défis de la ville durable, tels qu'on essaie de les définir aujourd'hui. En tout cas, quand on essaie de définir la ville durable, on s'appuie sur les 4 défis que sont la sobriété des ressources naturelles, et du foncier, évidemment. On va parler de résilience. On va parler d'inclusivité, ne laisser personne sur la route, donc intégrer tout le monde, toutes les populations. Et c'est aussi la création de valeurs. Donc on retrouve cette création de valeurs qui sont des valeurs pas uniquement économiques. On a eu beaucoup de débats sur ce 4e défi. On parlait pour ce 4e défi de productivité ou de production. Et on a changé pour parler plutôt de création de valeur. Dans ces valeurs, il y a évidemment l'économie. Il faut bien continuer à travailler, il faut produire ce dont on a besoin, il faut bien continuer à s'alimenter, etc. Mais on est plutôt dans la création de valeurs. Je pense souvent à un de mes amis qui a longtemps travaillé dans l'industrie et qui accompagne aujourd'hui des industriels et qui me dit toujours, mais le fondement d'une industrie, c'est bien de créer des valeurs. Quand l'industrie ne pense plus qu'à faire de l'argent, ça n'est plus une industrie. Elle doit créer de la valeur. Alors bien sûr, elle doit vivre, donc elle doit générer une économie, etc. Mais elle doit créer de la valeur. Nos villes et nos quartiers répondent à ce même objectif, c'est créer de la valeur et porter ces valeurs. Et quand on perd ces valeurs, on perd le fil et on perd l'histoire de nos quartiers et de nos villes. Pardon si j'ai été un peu hors sujet et un peu long. Non, pas du tout. Et donc, je pense que c'est sur ces valeurs que nous allons essayer de continuer dans le cadre de la 2e table ronde, puisque je vais mettre fin à la première avec déjà nostalgie, parce qu'on aurait plein d'autres questions à vous poser, mais voilà, on pourra en rediscuter un peu plus tard.